Et bonjour pour ce troisième cours du coup de physique-chimie appliqué aux premières L et ES dans la partie physique-chimie de votre matière science. Donc comme prévu, encore une fois, on se retrouve sur une vidéo résumant tous les chapitres un petit peu, pour les absents, pour ceux qui voudraient réviser avant le bac ou avant le contrôle, hein, on sait jamais. C'est à destiné bien sûr du lycée Bristol de Cannes, mais c'est aussi destiné à tous ceux qui me regardent bien sûr. Il n'y a aucun problème, vous pouvez poser des questions en commentaire ou à côté, j'en sais rien. Bref, j'y répondrai. Aujourd'hui du coup, couleur et art chapitre 3, on va pas parler beaucoup de l'art, surtout de la couleur qui est beaucoup plus important pour vous. Et derrière moi du coup, musique libre de droit encore une fois pour pas se faire bloquer le son. Allez, on y va. Donc du coup, la couleur de la matière, ça dépend que de deux choses. D'un côté, ça dépend des colorants ou des pigments qu'elle contient. Cette matière contient des pigments, des colorants, par exemple ce bouchon là ne contient peut-être pas les mêmes colorants ou les mêmes pigments que celui-ci. Et forcément, vu que la couleur en fait est différente. Deuxième chose, ça dépend de la lumière qui l'éclaire. Alors du coup, là, ce que je vous propose, c'est dans les images qui sont ci-dessous, de représenter une lumière qui est toujours la même, avec des pigments ou des colorants qui ne sont pas les mêmes, et enfin de prendre des pigments ou des colorants qui restent constants, mais on change la lumière sous laquelle ils sont éclairés. Donc du coup, là, vous avez deux images, vous avez, ici, des colorants, et en bas des pigments. La seule différence entre les pigments et les colorants, c'est qu'elles colorent tous les deux le milieu dans lequel ils sont utilisés. Les premiers, les colorants, sont solubles dans le milieu d'utilisation, donc du coup, ils sont souvent en phase liquide, enfin en phase dissous dans un solvant. Et vous avez en dessous les pigments, du coup, qui sont ma souris, qui sont juste là, pardon, et qui eux se présentent sous forme de poudre que vous allez appliquer sur une surface solide. Alors du coup, là, on éclaire tout en lumière blanche, c'est-à-dire qu'on envoie tous les rayons lumineux, toutes les radiations colorées, toutes les lumières du visible, et on vous renvoie en fait une lumière différente dans l'œil. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a une lumière bleue qui nous renvoie, et c'est une lumière verte, une lumière rouge et violette derrière, enfin rouge, orange, je sais pas trop. Là ensuite vous avez du rose, du bleu, du vert, du jaune, du violet et du jaune orangé. Voilà, dans tous les cas sous une lumière blanche on voit bien que là ça dépend du colorant, ça dépend du pigment. Ça dépend du coup de l'espèce chimique qui va absorber toute la lumière blanche et renvoyer qu'une seule partie. Ok, chacun renvoie sa partie qui lui est propre et donc du coup renvoie une couleur qui lui est propre. Deuxième partie, du coup on passe sous des plots, enfin c'est des plots de hockey qui sont de 6 couleurs différentes. Je vais me faire attaquer par un moustique, voilà. Du coup, les 6 couleurs différentes, vous avez un rouge, un vert, un bleu, un cyan, un magenta et un jaune, ok. Dans tous les cas, on va l'éclairer sous une lumière qui est différente, sans jamais changer l'ordre des palets. Non, il était encore vivant, toi? Ok, allez. Du coup, là, vous avez la lumière rouge qui éclaire, et vous voyez qu'il y a 3 couleurs ici qui restent rouges. Ça, c'est plutôt cool. Ok, en dessous, vous avez du jaune, et là, vous voyez 2 verts, 2 rouges et un jaune. Vous voyez bien qu'en fait, les plots vont renvoyer une couleur différente en fonction de la lumière qui sont éclairés. Et là, du coup, vous avez ici un plot qui paraît rouge, alors que là, il paraît jaune. Mais en fait, là, il est réellement jaune. Et en haut, vu qu'on n'envoie que du rouge, il est capable de renvoyer que du rouge. Alors que si on lui envoie du rouge et du vert, le jaune, en gros, en termes de lumière physique, vous allez renvoyer les deux types. Et donc, du coup, on renvoie bien du jaune. Voilà. C'est comme ça que ça marche, en fait, c'est un petit peu spécial. Et on va développer ça un petit peu par la suite. Du coup, colorant et pigment, petit a. Un colorant, c'est une espèce chimique colorée, dissoute dans le milieu qu'elle colore. Voilà, tout simplement, on ne peut pas faire plus simple que ça comme définition. Le colorant, c'est l'espèce chimique, c'est la molécule qui, dissout dans le milieu dans lequel elle colore, exprime sa coloration. Voilà, tout simplement. Alors, exemple de colorant, vous avez par exemple tout ce qui est colorant dissous dans une fibre, les tissus, vous avez aussi les cheveux. Les cheveux, bon là, moi j'en ai pas, mais imaginez des cheveux. Vous avez chacun des cheveux différents. Je sais pas parmi vous si vous avez dans votre famille des gens qui sont blonds, bruns, roux. Vous verrez que le tissu, enfin la couleur du cheveu n'est pas le même. Le pigment ou le colorant qui est à l'intérieur, je crois que c'est un pigment qui est à l'intérieur d'ailleurs, du coup est différent. Par contre, si vous faites une coloration chez le coiffeur, là c'est un colorant et non plus un pigment. Dans les aliments aussi, vous avez bien sûr des colorants dans les aliments. Pas forcément les aliments de Leclerc, Intermarché, tout ça. Il y a des mauvais colorants, genre machin chose, tout ça. Non. Là, je parle des choses vraiment réelles, des vrais colorants. Par contre, un pigment, lui, c'est une poudre colorée qui est finement broyée, finement divisée. En fait, c'est des petites particules lors du micromètre. Le micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Ça veut dire un 0 avec 5 zéros derrière la virgule et un 1, ok. Voilà. Et dispersée dans le milieu qu'elle colore. En fait, c'est une poudre que vous allez mettre dans un milieu qui colore. Et ça, vous avez un très bon exemple, c'est la peinture. Enfin, vous mettez sur le mur, c'est des pigments qui sont préparés dans un liquide et ils ne sont pas du tout miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout mélangés. Ok.
le pigment est insoluble dans le milieu, dans lequel il est introduit. Il faudrait bien préciser ça, le pigment est insoluble dans le milieu d'emploi dans lequel vous l'avez introduit. Alors du coup, approche historique petit b, en fait jusqu'au 19e siècle en fait, les colorants et les pigments étaient d'origine naturelle. C'est-à-dire que vous alliez en fait broyer des plantes pour avoir des pigments, par exemple du violet, bah, vous allez broyer de la lavande, pour du bleu vous allez broyer des œillets, peut-être du rouge, du coquelicot, j'en sais rien, voilà. Vous allez aussi tuer des animaux pour avoir, les pigments d'origine minérale, toujours des cailloux, de la craie par exemple pour le pigment blanc, d'origine végétale pour les colorants, comme je viens de l'exprimer juste avant, ou même animal, il y avait des fois où on tue des animaux pour une couleur bien particulière, et heureusement depuis le 19e siècle on ne fait plus ça, on a réussi à les synthétiser de manière artificielle, en laboratoire, du coup il y a des animaux qui peuvent vivre maintenant, sans qu'on va les embêter dans le milieu naturel, et heureusement. Parce que déjà on peut préserver la faune comme la flore, hein, d'ailleurs, la flore aussi est maintenant préservée grâce à cette chimie de synthèse. Et en même temps, en fait, vous allez avoir une plus grosse quantité parce que maintenant qu'on sait les faire, en fait, on peut en faire à foison par des procédés industriels, alors que récolter des animaux ou des plantes de manière industrielle, déjà c'est pas très éthique pour les animaux, et de deux, la planète, elle vous dira pas merci. Paramètres influents sur la couleur du coup. En fait vous avez plusieurs paramètres qui vont influer sur la couleur. Sous une lumière donnée, donc là je vais prendre une même lumière, on va prendre une lumière blanche par exemple. La couleur apparente d'un milieu dépend de certaines caractéristiques, parmi lesquelles on dénombre par exemple la nature et les caractéristiques du milieu. Alors déjà si vous êtes dans un solvant qui n'est pas le même, forcément une même espèce chimique ne va pas se colorer pareillement. Par exemple le diode, la molécule de diode que vous retrouvez dans la bétadine par exemple, ou dans la teinture d'iode pour désinfecter des plaies. La molécule qui s'appelle I2 en formule chimique, cette molécule là dans l'eau aura une teinture qui sera jaune orangé, alors que dans le cyclohexane par exemple qui est un autre solvant que vous utilisez l'an dernier sur des TP, probablement en second, vous l'avez sous forme de rose. Donc du coup selon le milieu dans lequel vous l'introduisez, forcément la couleur ne va pas être la même. Vous avez aussi en fonction du pH, il y a par exemple des molécules qui, en fonction du pH du milieu, si vous rajoutez au pas de l'acide dans le même solvant, je parle, vous allez avoir une coloration qui n'est pas la même. Par le bleu bourbotimol, le bleu de méthylène, le chou rouge même. Faites cuire un chou rouge, demandez à maman de cuire un chou rouge, vous allez voir qu'en fonction de la température et du pH, vous n'allez pas avoir la même coloration de l'eau de cuisson. Vous avez aussi la présence de un ou plusieurs colorants ou pigments. Effectivement, si vous mettez un colorant rouge dans un milieu où il y a déjà un colorant vert, vous allez peut-être avoir une couleur jaune qui va se dégager. Essayez, vous verrez bien que dans ce truc là, quand vous mélangez des pigments, des couleurs, vous l'avez déjà fait en art plastique en collège, quand vous mélangez deux tubes de gouache, forcément on a une troisième couleur qui arrive, qui est issue du mélange des deux. Et donc du coup vous percevez cette couleur, parce que ça ne renvoie plus les mêmes rayons, ça en renvoie plus ou moins qu'avant, et selon ce que vous mélangez, vous avez une couleur qui est plus ou moins exotique, ou pas quoi. Paramètres extérieurs aussi, vous avez la température, et bien sûr juste la lumière, parce que sous une lumière donnée, normalement on fixe la lumière, mais si vous changez la lumière, forcément, tout ce que je viens de dire change encore une fois. Alors du coup, je parle beaucoup de lumière blanche depuis tout à l'heure, mais on sait pas ce que c'est. Bon là, j'ai fait une diapo blanche parce que c'était la lumière blanche, j'ai voulu faire un clin d'œil à la lumière. Voilà, c'est fait. La lumière blanche, en fait, elle est constituée d'une infinité de radiations. Ça va du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit, ça dépend comment vous le prenez. Mais en fait, si vous prenez le domaine du visible, c'est une infime partie du spectre de la lumière en total, quoi. Le spectre de la lumière, en fait, il part des ondes gamma qui sont très très lointaines dans l'énergétique, donc dans les faibles longueurs d'onde, donc dans les hautes fréquences. Et vous allez jusqu'aux ondes radio qui font plusieurs kilomètres de longueur d'onde. Donc du coup, la longueur d'onde, en fait, vous voyez une onde, comment ça se fait une sinusoïde. Et en gros, la longueur d'onde, si vous voulez, c'est la distance que séparent deux points qui se ressemblent. En gros, quand vous prenez une période, c'est quand deux points se répètent. En fait, c'est la longueur qu'il faut marcher, si vous voulez, vous pouvez marcher à côté de l'onde, c'est la longueur qu'il faut effectuer pour arriver jusqu'au prochain point qui se répète. Les ondes radio, vous pouvez faire 1 kilomètre facile à pied entre une répétition vis-à-vis d'une autre. Voilà, la longueur d'onde c'est ça. Donc du coup une infinité de radiations qui vont des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, des plus énergétiques aux moins énergétiques. Et ça donc, du coup vous avez une infinité de radiations qui sont là. La lumière blanche elle est dite polychromatique, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que quand vous avez une seule couleur, un laser par exemple, un laser rouge, vous avez qu'une seule longueur d'onde normalement, enfin, idéalement vous avez qu'une seule longueur d'onde. Ça veut dire qu'elle est monochromatique, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a qu'une seule longueur d'onde.
Polychromatique, bah forcément c'est qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs longueurs d'onde. Et quand vous regardez le spectre de la lumière blanche, en fait, bah vous avez tout le spectre visible, du violet, en passant par l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, jusqu'au rouge. Donc forcément, oui, effectivement, il y a plusieurs couleurs qui vont de 400 à 800 nanomètres. Et donc du coup, bah, plusieurs couleurs dites polychromatiques. La lumière compte 3 couleurs primaires, ce que je disais tout à l'heure, et donc du coup, je vais vous les redire, qui, si elles sont à nouveau mélangées, donnent la lumière blanche. Effectivement, si vous mélangez ces 3 couleurs, en fait, bah, vous avez la particularité de faire de la lumière blanche. Si vous voulez le voir en TP, je pourrais sortir le matériel pour vous le faire voir. Pour ceux qui viennent d'autres lycées, pardon. Je suis désolé, mais il faudra demander à votre prof de physique de vous montrer ça in situ, d'ailleurs dans votre lycée. Les 3 couleurs primaires de la lumière, attention, c'est pas comme au dessin. Là, on parle de lumière, on parle de couleurs physiques. C'est le bleu, le vert et le rouge. En dessin, c'est le bleu, le jaune et le rouge, il me semble. Eh ben non, pas en physique, c'est le bleu, le vert et le rouge. Et d'ailleurs, si vous resuperposez ces 3 couleurs-là, vous réussissez à réobtenir de la lumière blanche. Synthèse additive, du coup, dans la section trichromie. Bah, la trichromie, synthèse additive, en gros, c'est l'action à partir de ces 3 couleurs. Trichromie, 3 couleurs. L'action à partir de ces 3 couleurs, quand on les ajoute, de donner d'autres couleurs qui appartiennent elles aussi au spectre du visible. Donc du coup, les lumières colorées arrivent ensemble sur la rétine de l'œil, ça c'est normal. Et vous avez en fait 3 types de cônes dans la rétine, des cellules photosensibles qui vont s'exciter en fonction d'une ou une autre longueur d'onde. Par exemple, vous avez 3 cônes, 3 types de cônes dans les yeux. Vous avez ceux qui sont sensibles au bleu, ceux qui sont sensibles au rouge et ceux au vert. Voilà. Tout simplement, les 3 en fait vont réceptionner une image. Vous avez du coup votre rétine qui est comme ça. Vous avez plein de photorécepteurs qui vont être dessus. Et tous les bleus vont dire là il y a du bleu, là il n'y a pas du bleu. En gros. Et votre cerveau, arrivé là-haut, il a un calque, tout en bleu, la vie comme Avatar, hein, en gros. Et vous avez déjà une première image qui est formée. Seulement, vous rajoutez à ça aussi toutes les cellules photoréceptrices qui sont codées pour le rouge. Là, elles vont dire là il y a du rouge, là il n'y a pas du rouge. Deuxième calque tout en rouge qui est généré. Et enfin, deuxième calque pour le rouge, troisième calque qui est généré par le vert. Et le cerveau, en fait, il fait l'addition des 3, il fait ce qu'on appelle une synthèse additive. Et il va reformer l'image du coup, en couleur réelle, comme on devrait le voir normalement, hein, à votre cerveau, à vos yeux. Donc voilà, vous avez une image réelle, c'est comment vous me voyez, sauf si vous êtes daltonien, ou sauf si vous êtes atteint d'une maladie qui fait que vous voyez pas très bien au niveau des cônes, tout simplement. Voilà. Du coup, l'œil et le cerveau réalisent la synthèse additive des lumières reçues en additionnant les lumières. Ça, c'est super simple, hein, je veux dire. Synthèse additive fait par addition. Vous allez voir qu'il y a aussi la soustractive qui se fait par soustraction de lumière, forcément. Les 3 couleurs rouge, vert, bleu sont appelées couleurs primaires de la vision. Parce que sans elles, en fait, on ne pourrait pas refaire toutes les lumières du visible. Et on ne pourrait surtout pas refaire la blanche. En mélangeant ces couleurs primaires, on obtient à nouveau la lumière blanche. C'est ce que je disais juste avant, je me répète un petit peu. Ça arrive déjà à mon âge Alzheimer. 2 couleurs sont ainsi complémentaires. Là, c'est une nouvelle notion qu'on implémente. 2 couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. Ainsi, si vous arrivez à reprendre du blanc, vous avez 2 couleurs qu'on appelle complémentaires. Je crois que j'ai un nid à moustique quelque part. Bref, si vous arrivez à faire du blanc avec du rouge, du vert et du bleu, si vous prenez du rouge, sa complémentaire, c'est forcément l'addition du vert et du bleu. Et l'addition du vert et du bleu, surprise, c'est du cyan. Donc du coup, le cyan et le rouge sont du coup complémentaires. C'est ce que j'explique juste ici, cette ligne-là. Non, tu vas revenir s'il te plaît. Voilà, le rouge du coup c'est du cyan. Enfin, le cyan et le rouge sont complémentaires parce que le cyan en fait c'est la décomposition du bleu et du vert. Donc si vous mettez vert plus bleu plus rouge, forcément on trouve le blanc. Par le même procédé en fait on peut déterminer que le vert, sa couleur complémentaire c'est le magenta vu que c'est l'addition de rouge et de bleu. Et le bleu enfin sa complémentaire c'est le jaune parce que c'est l'addition de rouge et de vert. Dans tous les cas en fait vous faites une synthèse additive pour donner du blanc. Et vu que les 2 autres sont complémentaires, donnent une couleur qui est complémentaire à la troisième forcément, les 2 sont complémentaires. Le cercle chromatique est une représentation conventionnelle circulaire des couleurs, elles sont ordonnées comme au sein d'un arc-en-ciel. En fait, ce que j'ai mis tout à l'heure par erreur et je vais le remettre de ce pas. En fait, ici, vous avez sur un cercle, en fait, rangé toutes les couleurs complémentaires. Par exemple, le bleu, son complémentaire, c'est le jaune. Bon, là, en fait, c'est pas très bien rangé, il est un petit peu bancal, celui-là. Le rouge, c'est le cyan. Le vert, c'est le magenta, en fait, voilà. Vous avez des meilleurs cercles chromatiques sur Internet, trouvez-en un bien, vous. De toute façon, si vous apprenez par cœur, il n'y a pas beaucoup plus à savoir. Pour connaître la lumière complémentaire d'une couleur donnée, on utilise le cercle chromatique et 2 couleurs complémentaires sont normalement, si mon cercle chromatique était bien, diamétralement opposés sur le cercle, c'est-à-dire opposés par le diamètre. En gros, si vous prenez de l'un à l'autre, vous ne pouvez pas passer autrement que par le diamètre, enfin par le centre, donc du coup par le diamètre. Voilà ce que je voulais dire ici. Comme promis,
la synthèse soustractive maintenant qui remplace l'additive, on peut aussi faire la synthèse soustractive, enfin on peut aussi faire la synthèse de couleurs par soustraction de couleurs à la lumière blanche. Donc en fait, au lieu de prendre des lumières bien générées, bleu, vert, machin, et les additionner entre elles pour donner une nouvelle couleur, bah là on va prendre la lumière blanche, on va appliquer un calque en fait qui va faire non, toi tu passes pas, et faire des nouvelles couleurs par soustraction du total de la lumière blanche. Donc du coup, la synthèse soustractive est l'absorption de lumière colorée par des objets ou par des filtres. Tout simplement, si je mets un filtre coloré devant ma lumière blanche, forcément, quand vous mettez par exemple vous mettez un filtre bleu sur votre lumière blanche, sur votre petite lampe pour faire une lumière tamisée, surprise, vous avez dans votre chambre une petite ambiance bleutée. Voilà, si vous avez un petit peu une ambiance rouge, vous mettez un filtre rouge. Et si vous avez une ambiance vert, un filtre vert. Voilà, là je vous apprends rien. Le truc c'est que ça marche aussi avec les objets. Si par exemple je vais éclairer un objet qui est un peu bleu, et du coup la lumière qui va traverser sera davantage bleutée que si elle n'était pas gênée par cet objet. Voilà. Un objet éclairé absorbe, c'est-à-dire soustrait certaines radiations de la lumière qui l'éclairent. En fait, chaque objet absorbe de la lumière. Moi, j'absorbe de la lumière. Mon t-shirt, là, il absorbe que du noir. Là, il absorbe rien du tout. Et là, il absorbe du vert. Pardon. Il absorbe tout sauf le vert. Ok? C'est simple. Dit-il celui qui s'est trompé. Mais bref. Voilà, donc du coup, en fait, n'est relâché vers votre œil que la couleur que vous voyez. Si vous voyez en vert, ça relâche que du vert, donc ça absorbe le rouge et le bleu. C'est ce qu'on appelle du coup la synthèse soustractive. Pourquoi le sirop de menthe apparaît-il vert s'il est éclairé en lumière blanche? Comme je viens de dire, la lumière blanche l'éclaire. Vous avez 3 types de rayons qui sont à étudier. La lumière blanche éclaire du coup avec du rouge, du vert et du bleu sur le sirop de menthe. Vous le voyez vert, c'est qu'il n'y a que le vert qui repart. Donc du coup, qu'est-ce qu'il absorbe? Le magenta, le rouge, plus le bleu. Pourquoi la tomate apparaît-elle rouge si elle est éclairée c'est si elle est éclairée en lumière blanche, tout simplement parce qu'on l'éclaire avec du rouge, du vert et du bleu, et qu'il n'y a que le rouge qui repart. Ça absorbe du coup du cyan, c'est-à-dire l'ajout du vert au bleu. Grâce à la synthèse soustractive, on peut avoir des couleurs complémentaires. Le filtre magenta, par exemple, qui absorbe la lumière verte, laisse passer les lumières rouge plus bleu. Le filtre cyan, vu que c'est du vert plus du bleu, ça laisse passer les deux, ça absorbe le rouge. Et le filtre jaune, vu que c'est du rouge plus du vert, ça absorbe le bleu, qui est la complémentaire de ces deux-là. Les 3 filtres superposés absorbent la totalité de la lumière et ne laissent passer aucune lumière. Forcément, si vous mettez un filtre magenta qui absorbe le vert, suivi d'un filtre cyan qui absorbe le rouge, il ne reste plus que du bleu, mais vu que vous mettez un filtre jaune, vous l'absorbez aussi. Résultat des courses, il n'y a plus rien qui passe. Vous n'avez aucune lumière qui est capable de passer à travers les 3 filtres de couleurs primaires, mais aussi secondaires. Conclusion du coup sur la trichromie. Un objet diffuse des radiations qu'il n'a pas absorbées, forcément. C'est comme vous. Si vous prenez par exemple, vous allez au resto asiate avec un plateau repas qui tourne en fait. Votre suivant en fait, le voisin de votre gauche, si le tapis tourne dans ce sens-là, le mec qui est assis à côté de vous va se servir après vous. Si vous avez décidé de manger tous les sushis, je sais pas, ou tous les makis ou tous les nems, forcément le mec qui est derrière vous, il pourra pas en prendre parce que vous l'avez absorbé. Vous ne transmettez que ce que vous n'avez pas bouffé en gros. La lumière c'est pareil. Si la lumière passe à travers un filtre, elle va relâcher après tout ce qu'elle n'a pas absorbé. Là c'est pareil, voilà. Exactement pareil. Donc du coup, la lumière perçue par un observateur qui se met derrière un filtre, derrière un objet transparent qui laisse passer de la lumière, va être forcément la somme des couleurs, la somme des radiations que cet objet a diffusé, donc ça c'est par réflexion, ou a transmis, c'est-à-dire par transparence ou par réfraction. Voilà. C'est la couleur complémentaire des radiations qu'il absorbe. Souvenez-vous, la lumière blanche, du coup, elle arrive au début. Si vous avez, je sais pas, du magenta qui en ressort, c'est que le vert a été absorbé. Donc du coup, le vert et le magenta sont bien des couleurs complémentaires et c'est normal. Si vous avez enlevé, par exemple, je sais pas, au début, le mec avec les sushis, il met 15 sushis. Si vous en bouffez 3 et que vous en laissez 12 au suivant, forcément, magie, 12 plus 3, ça redonne bien les 15 de départ. Vous, c'est pareil. Si vous... Pardon. Si vous absorbez qu'un seul des 3 rayons primaires, vous allez relâcher les 2 autres. Voilà, il n'y a pas de perte en fait d'énergie lumineuse. Donc si vous laissez passer 2 rayons lumineux, vu que c'était la lumière blanche au départ, le 3e c'est forcément le complémentaire des 2 autres. Voilà. Un objet blanc du coup n'absorbe aucune radiation et diffuse donc toutes les radiations qu'il reçoit, mais aussi transmet toutes les radiations qu'il reçoit. Là j'utilise un des deux termes, mais bien sûr les deux fonctionnent pareillement. Un objet blanc du coup n'absorbe aucune radiation. Là c'est blanc, vous voyez tout en blanc, c'est normal. Là c'est noir, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet inverse, vous n'absorbez rien, vous ne captez rien avec votre œil parce que j'absorbe tout. Là c'est pareil, un objet noir du coup absorbe toutes les radiations qu'il reçoit.
Un objet bleu par exemple, bah, la couleur perçue est le bleu, donc l'objet diffuse le bleu ou transmet le bleu, donc la couleur perçue est bleue. C'est-à-dire qu'en fait il absorbe tout ce qui n'est pas bleu, le vert et le rouge. Rien du jaune. Pour aller plus loin, du coup, je dirais que dans l'œil, les couleurs sont perçues par les photorécepteurs de la rétine appelés cônes. À pas confondre avec les bâtonnets. Attention, les bâtonnets, eux, ils servent, souvenez-vous, à capter en fait l'intensité de lumière. En fait, ça va capter les nuances de gris. Ça veut dire si un bleu c'est éclatant ou c'est un bleu pastel. C'est un bleu ciel ou un bleu foncé. Voilà, ça absorbe la... ça te donne l'information sur la quantité de lumière, sur l'intensité lumineuse, pardon. Les cônes, du coup, c'est eux qui vont vraiment faire le taf sur la matière colorée, sur vraiment les couleurs que vous percevez. La perception des couleurs par l'œil utilise la trichomie. Le cerveau réalise l'addition des signaux reçus par les trois types de cônes, sensibles respectivement au rouge, au vert et au bleu. Bah forcément, vous avez trois calques, comme je vous ai dit tout à l'heure, un en rouge, un en vert, un en bleu, et le cerveau en fait additionne tout ça pour vous donner en temps réel une image en couleur et avec toutes les couleurs. Quand un œil possède des défauts de vision à cause des couleurs perçues, la cause est bien souvent un dérèglement ou l'inefficacité d'un ou plusieurs cônes. Un daltonien par exemple, c'est le cône qui va pas faire bien son travail. Par exemple, un daltonien qui va confondre le rouge et le vert, c'est le rouge et le vert qui vont peut-être un petit peu avoir des problèmes. Je ne connais pas vraiment bien la maladie, malgré que j'en sois atteint, mais vous avez tellement de daltonisme différents qu'il n'existe pas une règle spécifique. Ça sert à rien de me dire en cours comment vous voyez ça, parce que c'est toujours différent et d'une personne à une autre, vous n'avez pas les mêmes défauts de la vision. Dans tous les cas, s'il y a un défaut de la vision sur les couleurs perçues, c'est qu'il y a un problème au niveau des cônes. Soit il y en a un qui marche pas, soit il y en a deux qui marchent pas, soit il y en a trois qui marchent pas et là vous voyez en noir et blanc et là dommage, perdu à la vie. Soit vous avez un dérèglement et à ce moment-là vous allez confondre les couleurs. Si on prend un exemple tout bête, si vous avez les cônes rouges et verts qui marchent pas, bienvenue dans Avatar. Voilà. Sur ce, on a fini. Merci beaucoup pour avoir suivi ce cours. On se retrouve pour le chapitre numéro 4, c'est-à-dire le premier de la partie 2, Nourrir l'humanité, qui est un peu plus sensible et qui appartient plutôt à la chimie. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, que vous fassiez partie du lycée Brissol ou pas. Sur ce, bonne révision.